Ce soir-là, c'était un dîner banal, trop lumineux, avec la nappe qui collait un peu aux avant-bras à cause de la chaleur du plat. Emma avait raconté une anecdote de bureau. Jessica riait en tenant son verre comme si elle avait une émission de radio dans la gorge. Et moi, je coupais mon poulet en morceaux trop petits, juste pour avoir quelque chose à faire. Mon frère parlait de ses cours comme d'une météo personnelle. Ça va, c'est facile. Quand j'ai mentionné, presque par réflexe, que j'avais eu une bonne note sur un devoir de maths, ça a glissé sur la table comme un bruit de fourchette. Margaret a levé les yeux, pas méchante, juste distraite, et elle a dit « C'est bien, mais tu sais, la vraie rigueur, c'est pour ceux qui ont ça dans le sang. » Sarah a ajouté en souriant doucement « Ton frère, lui, il est naturellement doué, toi, t'as toujours été appliqué. » Le mot « appliqué » a eu l'air d'un couvercle qu'on pose sur quelque chose qui bouillonne. Personne n'a hurlé, personne n'a insulté, c'était justement ça le problème. C'était calme, acceptable, presque tendre. Je n'ai pas répondu, parce que je ne voulais pas que ma voix tremble pour une phrase si petite. J'ai regardé le reflet de la lampe dans mon assiette et je me suis demandé à quel moment on décide qu'une fille travaille parce qu'elle doit, alors qu'un garçon réussit parce qu'il est. Et puis Jessica a lâché, comme on conseille un restaurant. Franchement, une filière plus simple te ferait du bien. Community College, c'est plus ton niveau. J'ai senti mes joues chauffer, mais j'ai juste hoché la tête. Ce qu'il ne savait pas n'était pas impressionnant. C'était juste quelque chose que je n'avais dit à personne, pas encore. Je crois que le pire, ce n'était pas la comparaison, c'était la facilité avec laquelle elle s'installait, comme si j'étais née dans une marge et que tout ce que je faisais ne pouvait être qu'un effort pour rattraper, jamais une preuve de capacité. Le lendemain, à l'école, on a rendu un contrôle et le professeur a dit mon prénom à voix basse, avec une surprise qu'il ne cherchait même pas à cacher. Il a souri, puis il a ajouté « Tu vois, quand tu t'y mets », comme si ça venait de nulle part, comme si j'avais tiré au sort une bonne journée. J'ai plié la feuille en deux, pas pour la cacher, mais parce que j'avais déjà appris le réflexe. Dans le couloir, une fille m'a demandé si j'avais triché un peu, parce que les exercices étaient vraiment durs. Elle n'avait pas l'air de m'accuser, elle avait l'air de chercher un récit qui la rassure. Chez moi, les brochures d'université s'empilaient sur une chaise que personne n'utilisait, des photos de campus imprimées trop pâles, des slogans qui promettaient des communautés et des opportunités, comme si c'était des cadeaux qu'on vous remet à l'entrée. Amanda passait parfois devant la pile et disait « Ça te fait rêver, hein ?» avec un ton gentiment moqueur, comme on parle d'un hobby. Je disais oui, et je laissais la chaise porter le poids de mes envies à ma place. Le soir, Emma faisait défiler les annonces de bourse sur son téléphone comme des annonces immobilières, puis elle le reposait en soupirant « De toute façon, c'est pour les profils exceptionnels. » Elle disait ça comme on ferme une fenêtre. Je me souviens du bruit sec de l'écran qui s'éteint. J'ai attendu d'être seule pour ressortir ma feuille, sentir le papier sous mes doigts et me demander pourquoi j'avais envie de pleurer pour une note. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste rangé la feuille dans un cahier déjà trop rempli. Et j'ai pensé, sans réussir à le formuler clairement, que si je parlais trop tôt, ça se transformerait encore en hasard, et je ne savais pas encore comment empêcher le hasard de manger ce que j'avais fait exprès. Il y avait aussi les phrases qu'on disait sans y penser, celles qui semblent venir d'une autre époque, mais qui vivent encore dans les bouches. À un anniversaire chez une tante, quelqu'un a demandé ce que je voulais faire plus tard, avec ce sourire qui suppose déjà la réponse. Quand j'ai dit que j'aimais les sciences, Margaret a ri doucement, presque attendrie. « Oh, ma chérie, girls don't need STEM degrees. » Ça sonnait comme un proverbe familial, un truc qu'on répète en servant le gâteau. Sarah a renchéri, en tapotant ma main. « Et puis tu voudras une vie stable, pas un truc trop compliqué. » Mon frère, lui, avait eu droit à une discussion sérieuse, des questions précises, des conseils, comme si son avenir était un investissement collectif. Moi, j'avais droit à des recommandations de confort. Je me suis retrouvée dans la salle de bain, seule, à regarder mon visage sous une lumière trop blanche. J'ai essayé de sourire au miroir, juste pour voir si ça passait. Ça ne passait pas. Sur le rebord du lavabo, mon téléphone vibrait, des notifications de groupe, des photos, des blagues. Et au milieu, un mail que je n'ai pas ouvert. L'objet était banal, une plateforme de candidature, un truc administratif. Mais il y avait quelque chose dans le fait de ne pas cliquer qui me donnait une étrange sensation de contrôle, comme si tant que je ne lisais pas, rien ne pouvait être minimisé. Je suis sortie, j'ai remis mon sourire social, j'ai mangé une part de gâteau trop sucré. Personne n'a remarqué que j'avais eu envie de disparaître 2 minutes,
Et ça m'a fait peur, cette invisibilité facile. Ce soir-là, en rentrant, j'ai posé mes clés au même endroit que d'habitude. J'ai allumé la petite lampe de ma chambre, celle qui fait un cercle jaune sur le bureau. J'ai sorti mon cahier. Et j'ai écrit une liste, pas de rêves, pas de projets grandioses, juste des chapitres à revoir. Je n'ai pas su expliquer à qui que ce soit pourquoi ça comptait. Je savais seulement que je ne voulais plus dépendre de leur manière de me raconter. Et je ne savais pas encore à quel point ce choix silencieux allait me coûter et me sauver. Les nuits ont commencé comme ça, pas dramatiquement, juste avec une fatigue qui refusait de dormir. Tout le monde pensait que je traînais sur mon téléphone, que je regardais des vidéos, que je m'endormais tard par manque de discipline. Je les laissais croire, c'était plus simple. Je descendais parfois à la cuisine, quand la maison était enfin calme, et j'ouvrais le frigo sans prendre grand-chose, juste pour entendre le bourdonnement familier, comme si ça couvrait mes pensées. Je me faisais du thé, trop fort, puis je revenais dans ma chambre en essayant de ne pas faire grincer le parquet. Sur mon bureau, il y avait un vieux rapport de score du SAT que j'avais imprimé et plié, avec ce pli exactement au milieu, comme une cicatrice. Le jour où les résultats étaient arrivés, mon frère avait annoncé son 1200 comme on annonce une météo correcte, et tout le monde avait applaudi quand même, parce que c'est solide. Moi, je n'avais pas annoncé mon 1580, je l'avais juste regardé, seul, avec une sensation étrange. Pas de joie explosive, plutôt une chaleur tranquille, qui me donnait presque envie de la protéger. J'ai rangé la feuille dans un livre, comme on cache une photo. Je n'ai pas menti quand on me demandait « Alors, ça a été ?» Je répondais « Ça va ». C'était vrai d'une certaine manière. Les soirs suivants, je refaisais des exercices, je corrigeais mes erreurs, je notais les pièges. Je faisais ça avec une patience qui ne ressemblait pas à celle qu'on m'attribuait. C'était plus entêté, plus intime. Quand je bloquais, je ne cherchais pas quelqu'un pour m'encourager. Je cherchais la solution comme on cherche une porte dans le noir, en tâtonnant. Parfois, j'entendais mon frère rire dans sa chambre en jouant en ligne, et je me demandais s'il savait à quel point j'avais envie d'être vue autrement que comme la travailleuse. Je n'ai pas voulu le détester. Je n'y arrivais pas. Il n'avait pas demandé à être le smart one, on lui avait offert. Moi, on m'avait offert le silence. Et je commençais à comprendre que le silence pouvait aussi être un outil si je savais le tenir. Il y a eu cette période où les appels manqués se sont accumulés. Pas des appels graves, juste des « tu peux descendre ? Tu viens manger ? Tu peux aider Emma ?» Et moi, je laissais vibrer, je regardais l'écran s'éteindre, puis je reprenais mon stylo. Je n'étais pas en colère, pas vraiment, j'étais occupée. Et je savais que si je répondais, je perdrais le fil, cette petite ligne intérieure qui me tenait droite. Une fois, Jessica est entrée sans frapper, a vu les feuilles étalées, les surligneurs, les onglets collants sur mon manuel. Elle a eu un rire doux. « Tu fais tout ça pourquoi ? T'auras jamais besoin de ces trucs ?» Elle a dit ça comme on protège quelqu'un d'une déception. J'ai eu envie de lui dire que je le faisais aussi pour respirer, pour ne pas me sentir inutile, pour arrêter de me demander si ma place était un malentendu. Mais j'ai juste dit « je sais pas ». Après son départ, j'ai senti une pointe de honte, comme si j'avais été surprise en train d'espérer. Sur mon ordinateur, les portails d'admission étaient ouverts dans des onglets que je fermais vite dès que j'entendais des pas. Je gardais les mots de passe dans un carnet, pas dans le navigateur. Je voulais que personne ne tombe dessus par hasard, que personne ne puisse lire statut en cours et dire « Oh, c'est mignon !» Un soir, j'ai reçu un email avec un objet qui ressemblait à une formule polie. Je l'ai vu apparaître, puis je l'ai archivé sans l'ouvrir. Ça n'avait rien de courageux, c'était presque lâche, mais j'avais peur que l'instant où je lirais la vérité, elle deviendrait immédiatement une histoire familiale, une discussion de salon, une opinion collective. J'ai laissé l'email dormir là, comme un animal caché. Et pendant ce temps, je continuais, chapitre après chapitre. J'écrivais des choses que personne ne lirait. Je m'entraînais à expliquer, à prouver, à structurer. Pas pour briller, plutôt pour ne plus être réduite à une impression. Je me disais que peut-être, un jour, il y aurait une phrase qu'il ne pourrait pas arrondir. Mais je ne savais pas quelle phrase ce serait, ni comment elle sortirait de ma bouche sans se casser. La première validation a été minuscule, presque invisible. Un professeur m'a gardée à la fin d'un cours pendant que tout le monde rangeait. Il m'a demandé sans insistance « Tu as déjà pensé à candidater ailleurs ?» J'ai répondu par un haussement d'épaules. Il a noté quelque chose sur un post-it, une adresse de bureau, une heure de permanence. Je l'ai pris comme on prend un ticket de caisse.
Dans le bus, j'ai relu l'écriture, la courbe du stylo, et j'ai senti mon cœur faire un petit mouvement idiot. Je n'ai pas appelé tout de suite. Le post-it est resté dans ma poche, plié, froissé, jusqu'à ce qu'il commence à se décoller sur les bords. J'avais peur qu'on me propose des choses réelles, parce que le réel exige des réponses, et moi j'étais devenue experte en silence. Quand j'ai finalement été à cette permanence, il y avait une odeur de vieux livres et de café froid. Il m'a parlé de dossiers, de lettres, de feats, de laboratoires. Il a prononcé un nom d'université, Stanford, une seule fois, comme un exemple parmi d'autres. Je n'ai rien laissé paraître, mais je l'ai entendu résonner dans ma tête toute la soirée. Chez moi, on regardait une émission, quelqu'un faisait des commentaires sur les candidats, et je me disais que j'étais moi aussi une candidate quelque part, mais sans scène. Emma m'a demandé ce que j'avais fait après les cours. J'ai dit rien. C'était faux, mais c'était plus doux. Je sentais que si je disais « j'ai parlé de mes candidatures », elle répondrait avec une prudence qui me casserait. Margaret, en passant, a remarqué un post-it dépassant d'un sac et a dit « tu collectionnes ça comme des magazines ». J'ai ri, trop aigu, et j'ai rangé le sac. Plus tard, dans ma chambre, j'ai sorti la brochure. Les photos de campus étaient trop parfaites, trop vertes. Pourtant, dans un coin, une image de bibliothèque la nuit m'a donné une sensation familière, comme si j'avais été cette fille penchée sur une table. J'ai refermé la brochure et j'ai posé ma main dessus quelques secondes, juste pour sentir le papier. Je n'ai su à qui dire que quelque chose en moi commençait à se déplacer, et j'ai eu peur que ce déplacement soit pris pour une fantaisie. Je ne sais pas quand exactement j'ai commencé à mentir par omission comme on respire. Pas pour manipuler, plutôt pour garder quelque chose qui m'appartenait enfin. Les décisions de fac étaient devenues un sujet de dîner, presque un sport. Il y avait des soirées où les adultes se passaient des photos de campus sur leur téléphone, commentaient les bâtiments comme des maisons à vendre. Mon frère était invité à parler de ses choix, on lui demandait s'il préférait un grand nom ou un bon réseau. Moi, on me demandait si j'avais envie de rester près de la maison. Amanda disait « Tu sais, c'est cher ces trucs-là ». Et quelqu'un répondait « Elle prendra un petit prêt ou elle travaillera », comme si c'était la seule option possible. J'écoutais en découpant mon pain, en comptant mentalement les bouchées. Dans mon sac, il y avait une enveloppe épaisse avec un papier qui ne pliait pas pareil que les autres. Je ne l'avais pas ouverte devant eux. Je l'avais récupérée au courrier. J'avais senti le poids et j'avais eu ce réflexe presque animal de la cacher contre ma poitrine. L'enveloppe est restée dans mon sac plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Pas par suspense, par peur. Parce que j'imaginais déjà la façon dont on dirait « Oh, c'est une chance !» ou pire, « Ils ont dû se tromper !» Dans ma chambre, la lampe dessinait toujours le même cercle. Je me suis assise par terre, dos au lit, et j'ai ouvert l'enveloppe lentement, comme si elle pouvait me brûler. Les phrases étaient polies, nettes. Il y avait un chiffre aussi, 125K full ride, imprimé comme un fait, pas comme une promesse. Je l'ai relu plusieurs fois parce que j'avais peur de lire mal. J'ai eu une sensation de vertige, mais pas le vertige de la victoire, celui d'une porte qui s'ouvre et qui fait entrer de l'air froid. Je n'ai appelé personne. J'ai posé la lettre sur le tapis et j'ai pleuré un peu, sans bruit, les mains sur la bouche, parce que je ne savais pas où mettre ce soulagement. Puis j'ai remis la lettre dans l'enveloppe, je l'ai glissée dans un cahier, et je suis descendue manger comme si de rien n'était. Je n'ai pas réalisé que ce secret allait changer la manière dont je marcherais dans la maison, même quand personne ne regardait. C'est étrange comme les gens sentent que quelque chose bouge, même quand ils ne savent pas quoi. Jessica a commencé à faire des remarques plus souvent, des petites épingles. « Tu fais beaucoup de zèle en ce moment ». Sarah, un soir, m'a observée en train de ranger la table et a dit « Tu te prends pas un peu trop au sérieux ?» Ce n'était pas méchant, c'était une inquiétude maladroite, comme si mon sérieux menaçait l'équilibre. Mon frère, lui, a eu une cérémonie pour un prix scolaire. On a pris des photos dans un gymnase qui sentait le bois ciré avec des chaises pliantes qui grinçaient. Emma avait mis une blouse repassée, Margaret avait apporté des fleurs. Quand mon frère est monté sur scène, on a applaudi, fort. J'ai applaudi aussi, sincèrement, mais j'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Pas de jalousie, plutôt une question. À quoi ressemble une scène quand on n'y est jamais invité ? En rentrant, on a posé son certificat sur la table du salon, comme un trophée. Amanda a dit « Voilà, ça c'est du talent ». Puis elle s'est tournée vers moi avec un sourire. « Toi, tu t'ennuieras pas trop à la fac ? Faut pas viser trop haut, tu sais ?» J'ai eu envie de répondre, mais ma gorge s'est serrée. Dans ma poche, mon téléphone vibrait. Un appel d'un numéro inconnu.
Je l'ai laissé sonner jusqu'au bout. Je savais que ça pouvait être important. Je l'ai laissé quand même. J'avais peur que la réalité se mette à parler à ma place. Plus tard, dans ma chambre, j'ai écouté le message vocal. Une voix neutre, administrative, m'invitait à rappeler pour discuter d'un dossier. J'ai effacé le message après l'avoir noté sur un papier, comme si effacer pouvait retarder ce que je devais devenir. Je me suis allongée habillée, sans enlever mes chaussures, et j'ai regardé le plafond. Je pensais à la cérémonie, aux applaudissements, au bruit des mains. Je me demandais si j'avais une scène un jour, quelqu'un penserait encore que c'était un accident. Et je n'ai pas dormi tout de suite, parce que j'avais une sensation étrange, comme si j'étais déjà partie, mais que personne n'avait remarqué. La décision de dire ou de ne pas dire s'est transformée en un poids quotidien. Je faisais semblant d'être légère, mais j'avais l'impression de porter une pierre dans la poitrine. Un après-midi, Emma m'a demandé de l'aider à trier des papiers. On était à la table, avec des factures, des lettres, des enveloppes ouvertes. La lumière de la fenêtre faisait des carrés sur le bois. Elle a trouvé, par hasard, une copie de ma lettre, glissée dans une pochette transparente. Je ne sais pas comment elle était arrivée là, peut-être que je l'avais mise au mauvais endroit en croyant être seule. Elle l'a lue sans vraiment comprendre au début, puis elle a froncé les sourcils. Elle a dit « C'est quoi ça ?» Je me suis sentie comme prise en faute, comme si j'avais volé quelque chose. Ma première réaction a été de dire « rien », puis ma voix s'est cassée sur le mot. Elle a relu le chiffre, 125K full ride, et elle a eu un petit rire qui n'était pas joyeux. « Attends, c'est pour toi ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé mes mains, les ongles trop courts, la peau sèche autour. J'ai dit « oui ». C'était tout. Un oui minuscule, pas une annonce. Emma a posé la feuille comme si elle avait peur de la froisser. Elle a murmuré « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Et j'ai voulu répondre avec quelque chose de simple, mais rien n'était simple. Je ne pouvais pas dire « parce que vous auriez dit que c'était un coup de chance ». Je ne voulais pas la blesser. Alors j'ai dit « je voulais être sûre ». Elle a hoché la tête, mais je voyais qu'elle cherchait une autre explication, une plus confortable. Elle a appelé Jessica. Jessica est arrivée, a lu, a dit « ils se sont peut-être trompés de dossier ». C'était sorti avant même qu'elle y pense. Je l'ai senti dans mon ventre, cette phrase, comme une main froide. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste repris la feuille et je l'ai rangée. Je n'ai pas répondu, parce que je savais déjà quelque chose qu'elles ne savaient pas. Je n'avais pas besoin qu'elles y croient pour que ce soit vrai. Mais je ne savais pas encore comment vivre avec cette vérité au milieu d'elles. Après ça, tout a pris une texture étrange. Les conversations devenaient prudentes, comme si on marchait sur un sol fragile. Margaret a dit à quelqu'un au téléphone « Oui, elle a eu une opportunité. » Opportunité, pas « elle a gagné », pas « elle a mérité ». Opportunité, comme une fenêtre ouverte par hasard. Sarah a apporté une tarte un dimanche et m'a regardée avec un mélange d'orgueil et d'inconfort. « Tu vas partir loin alors ?» Elle n'a pas demandé comment j'avais fait. Personne ne posait la question qui m'aurait fait fondre. « Qu'est-ce que tu as fait, toi, dans le silence ?» À la place, on parlait logistique, valises, assurance, dortoir. Dans ma chambre, les photos de campus s'accumulaient sur mon lit. Je faisais défiler des images de visite, des bâtiments, des gens souriants. Je gardais aussi, dans un dossier, des captures d'écran de portails d'admission, juste pour me rappeler que je n'avais pas rêvé. Parfois, tard, je revoyais le message « Congratulations », comme si c'était un mot d'amour. Et en même temps, je sentais une culpabilité. Mon frère me regardait différemment, comme si mon silence l'avait trahi. Un soir, il a dit, sans agressivité, « Pourquoi tu l'as caché ?» J'ai répondu, « Je sais pas. » Encore. C'était la seule phrase qui ne m'obligeait pas à accuser quelqu'un. Il a haussé les épaules, « De toute façon, toi, t'es la bosseuse. » Il a dit ça comme un fait, pas comme une insulte. Et pourtant, ça m'a piqué. Parce que même là, même face à un résultat écrit en noir sur blanc, on revenait à la même histoire. Je travaille, donc je réussis, donc ce n'est pas vraiment moi. Je ne savais pas comment expliquer que le travail, c'est aussi moi, que c'était mon cerveau, mes choix, mes nuits. Mais la maison n'avait pas le vocabulaire pour ça. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre email, puis un autre, et je n'ai pas tous ouvert. J'avais l'impression que chaque ouverture allait déclencher une réaction en chaîne, des opinions, des « oui mais ».
J'ai laissé certaines choses dormir dans ma boîte comme on laisse des lettres dans un tiroir. Je ne savais pas encore que dehors, une personne me voyait déjà autrement et que ça allait me faire peur autant que ça allait me libérer. Quand je suis arrivée sur mon premier campus, il faisait un froid sec qui sentait les feuilles mortes. J'avais une valise trop lourde, une écharpe qui grattait, et cette impression de ne pas avoir le bon corps pour ce lieu. On m'a donné une carte, une clé, une liste d'orientation. Les couloirs étaient pleins de rires nerveux. Je me suis assise sur mon lit dans une chambre qui ne sentait encore rien de moi. Le soir, j'ai appelé Emma, et elle a parlé de la maison, du chien, du bruit du voisin. Elle a fini par dire « Tu vois, finalement, t'as eu de la chance ». J'ai fermé les yeux. La phrase était sortie sans cruauté. C'était juste leur manière de tenir le monde. Chance. J'ai dit oui, parce que j'étais trop fatiguée pour corriger. Les semaines suivantes, j'ai travaillé comme j'avais toujours travaillé, mais avec une autre lumière. Les bibliothèques restaient ouvertes tard. Il y avait des gens qui étudiaient comme si c'était normal, sans qu'on les traite d'obsédés. Dans un groupe de travail, une fille m'a dit « Tu expliques bien ». J'ai rougi comme une enfant. J'ai senti une chaleur bête, simple, et en même temps je gardais mes réflexes. Je minimisais, je disais « c'est rien ». Je vivais encore dans la peur qu'on me retire quelque chose si je le regardais trop longtemps. Un professeur a mentionné MIT en passant, dans une discussion sur un séminaire d'été. Je n'ai pas levé la main. Je ne voulais pas être celle qui vise trop haut. Cette peur, je l'avais ramenée dans mes bagages. Parfois, je recevais des appels de la famille que je laissais sonner parce que je ne voulais pas entendre « alors tu tiens le coup ?» comme si j'étais en survie. Je voulais juste être une étudiante, pas une anecdote. Un soir, dans la salle commune, je suis tombée sur une photo de moi prise lors d'une visite de campus, envoyée par Sarah dans le groupe familial, avec la légende « Notre petite travailleuse ». J'ai regardé longtemps ces mots « petite travailleuse », comme si tout ce que j'étais pouvait tenir dans une expression mignonne. Je n'ai pas répondu dans le groupe. Je me suis levée. Je suis allée marcher dehors, seule, dans l'air froid. Je n'ai pas réalisé que ce silence, encore une fois, était en train de me construire un endroit à moi. Les années ont passé avec cette double vie. Dehors, j'avançais. Dedans, je continuais à me sentir comme une invitée. J'ai reçu à un moment une bourse dont le montant m'a fait rire nerveusement. Un 180K Merit Scholarship, comme si quelqu'un avait ajouté un zéro par erreur. J'ai lu l'email sur un banc entre deux cours, avec le soleil qui me chauffait les genoux. J'ai regardé autour de moi et personne ne savait. C'était ma scène silencieuse, encore. Je n'ai pas appelé la famille. Je ne voulais pas entendre « Incroyable, il donne ça maintenant ?» ou « T'as dû tomber au bon moment ?» Je l'ai dû plus tard au téléphone, en essayant de le glisser entre deux phrases, comme une information pratique. Jessica a répondu « C'est bien, ça t'enlève du stress », comme si l'argent était la seule chose importante, pas la reconnaissance. Margaret a dit « Dieu est bon », et c'était fini. Je me suis retrouvée dans ma chambre d'étudiante le soir, à regarder le plafond comme avant, mais avec un sentiment différent. Pas de tristesse, plutôt une distance qui se creusait. J'ai commencé à choisir mes batailles. Je ne corrigeais plus chaque phrase, je ne cherchais plus à être comprise sur le champ. J'écrivais mes papiers, je faisais mes recherches, je participais aux cours. Une fois, en consultant un portail de notes, j'ai vu une mention de Graduation Honors et j'ai eu un petit rire incrédule, seul devant l'écran. Je n'ai pas fait de capture d'écran. J'avais appris que je n'avais pas besoin de preuves à brandir. Pourtant, il y avait des jours où ça me faisait mal. Quand je rentrais pour les vacances, la maison sentait la même lessive, le même café, et je redevenais la fille appliquée. On me demandait si je mangeais assez, si je dormais, si je n'étais pas trop stressée. Personne ne demandait ce qui m'intéressait vraiment, ce que j'aimais explorer, ce que je découvrais. Une soirée, Amanda a dit devant tout le monde « De toute façon, ton frère, c'est le smart one ». J'ai senti quelque chose se détacher en moi calmement. Je n'ai pas répondu. Je savais déjà que cette phrase ne pouvait plus me définir. Et je me suis demandé combien de temps il faudrait pour que ça cesse de me piquer. Il y a eu un moment, plus tard, lors d'une cérémonie à l'université, où j'ai entendu mon nom dans une liste que je n'avais pas osé espérer. Phi Beta Kappa. Les mots étaient prononcés avec une neutralité officielle, mais moi, j'ai senti mon estomac se nouer comme si j'étais de nouveau à ce dîner trop lumineux. J'étais assise sur une chaise, dans une salle où l'air sentait le bois verni. J'avais une robe qui me serrait un peu sous les bras. Quand on m'a remis un papier, j'ai senti la texture épaisse, la petite résistance du carton.
J'ai souri pour la photo, un sourire qui ressemblait plus à un souffle qu'à une célébration. Après, je suis sortie, j'ai appelé Emma. Elle n'a pas répondu. J'ai laissé un message court, maladroit. Je voulais juste te dire, j'ai eu un truc. J'ai raccroché, honteuse de mon propre besoin. Le soir, Jessica a rappelé. Ah oui, j'ai vu ton message. C'est un club, ça? Je lui ai expliqué brièvement. Elle a dit bon, tant mieux. Puis elle a changé de sujet. J'ai posé mon téléphone, j'ai regardé la fenêtre. Dehors, le campus était calme, des lumières dans certaines chambres, des silhouettes qui passaient. Je me suis sentie étrangement seule, mais pas de la même manière qu'avant. C'était une solitude adulte, choisie par moments, comme une pièce où on peut enfin respirer. Je pensais à mon frère, à ses cérémonies, à nos rôles. Je ne voulais pas qu'il soit moins, je voulais juste être moi aussi, sans diminutif. Quelques jours plus tard, pendant une visite à la maison, Margaret a trouvé une photo de la cérémonie et a dit « Oh, tu étais jolie !» Pas brillante, pas fière, jolie. J'ai souri. Je me suis dit que peut-être il ne saurait jamais comment parler de moi autrement, et je me suis surprise à ne pas m'effondrer. Je sentais la distance grandir, mais elle avait un côté doux, comme un espace propre qu'on nettoie. Je n'avais plus envie de convaincre, je voulais juste continuer, tranquillement, là où personne ne pouvait appeler ça un accident. Le déclencheur du vrai reveal n'a pas été une grande annonce. C'était un après-midi quelconque à la maison, dans la cuisine, avec une odeur d'oignon et le bruit du lave-vaisselle. On parlait de mon cousin, de ses projets, de ses opportunités. Sarah a dit « Lui, c'est un futur doctorant, tu vois ?» Puis, comme si c'était la suite logique, elle s'est tournée vers moi. « Toi, tu vas faire quoi après? Un petit boulot stable ?» Le ton était neutre, presque bienveillant. Jessica a ajouté, sans lever les yeux de son téléphone « Avec ton profil, tu peux viser un truc correct. Pas besoin de te compliquer la vie. » Je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, ça a touché quelque chose d'usé. Peut-être parce que j'étais fatiguée. Peut-être parce que je venais de passer une nuit à répondre à des emails que je n'avais plus peur d'ouvrir. Il y en avait un, justement, que je n'avais toujours pas mentionné. Une proposition, un financement, des lignes qui disaient, d'un ton calme, que je n'avais pas à payer, que j'étais attendue, que mon travail avait été lu. Ce n'était pas une fanfare, c'était presque administratif. Je me suis entendue dire doucement « En fait, je suis déjà acceptée dans un programme de PhD, c'est financé. » Personne n'a compris tout de suite. Emma a cligné les yeux. Margaret a posé sa cuillère. Il y a eu un silence, pas dramatique, juste vide. Sarah a dit « Ah bon ?» comme si j'avais annoncé que j'avais changé de coiffure. Jessica a froncé les sourcils. « Financé comment ?» J'ai répondu « Entièrement. » Ma voix était stable, mais à l'intérieur j'avais la sensation d'être debout sur une ligne fine. Amanda a lâché, presque automatiquement. C'est sûrement parce qu'il manque de candidats. Et c'est là, exactement là, que j'ai senti mon vieux réflexe revenir. Prouver, défendre, expliquer. J'ai respiré, j'ai regardé la fenêtre, la lumière d'hiver sur le carrelage, et j'ai dit simplement « En fait, ils ont lu mon dossier. » Ce n'était pas une revanche, c'était juste une phrase vraie. Je n'ai pas ajouté où, je n'ai pas ajouté les détails, j'ai laissé tomber ça comme on laisse tomber une pièce dans une poche. Je n'ai pas réalisé que cette manière de ne pas tout donner était ma nouvelle liberté. Après ce jour-là, j'ai remarqué un changement subtil. On faisait plus attention à ce qu'on disait, mais pas forcément pour les bonnes raisons. On me regardait parfois avec un respect fragile, comme si j'étais devenue un objet qu'on ne sait pas manipuler. Et en même temps, certaines phrases persistaient, juste plus habillées. Margaret disait « Tu as trouvé des gens qui t'apprécient », comme si j'avais été adoptée par une institution. Sarah demandait « Tu vas pas trop te fatiguer ?» toujours. Jessica, elle, a commencé à dire « On a toujours su que tu pouvais ». Cette phrase m'a fait plus mal que les autres parce qu'elle réécrivait le passé. Elle effaçait les dîners, les community college, les girls don't need STEM degrees, les sourires qui minimisaient. Je n'ai pas contesté. J'ai compris que certaines familles se protègent en modifiant la mémoire. Mon frère m'a pris à part un soir sur le perron, avec l'air froid qui nous mordait les oreilles. Il a dit « Je croyais vraiment que t'étais juste plus lente ». Il n'a pas dit ça pour être cruel, il le disait comme une confession honteuse. J'ai eu envie de le serrer dans mes bras, puis j'ai eu envie de pleurer, puis j'ai eu envie de rire. J'ai dit « Je sais », et ça a été tout. Parce que je n'avais pas envie qu'il se punisse, je voulais juste que ça cesse d'être une histoire. À l'université, je vivais autre chose. Je travaillais dans un labo, je présentais des résultats à des gens qui posaient des questions sérieuses.
Un jour, un professeur a mentionné Johns Hopkins dans une conversation sur une collaboration. Une autre fois, j'ai reçu un mail d'une personne de Northwestern qui voulait discuter d'un projet. Je ne racontais pas ça à la maison. Pas par secret, mais parce que je n'avais pas envie que ces noms deviennent des accessoires dans nos dîners. Je gardais certaines choses pour moi, comme on garde un carnet. Je sentais aussi de manière presque gênante que ma vie adulte prenait une forme que personne ici n'avait imaginée. Et au lieu de jubiler, je ressentais surtout de la tendresse et de la fatigue. Je voyais leurs limites, je voyais les miennes, et je me demandais combien de distance il fallait pour que l'amour cesse de rétrécir quelqu'un. La distance, justement, est devenue un lieu, pas seulement des kilomètres, mais un espace intérieur où je pouvais enfin m'entendre penser. J'ai déménagé encore une fois, dans un appartement minuscule près du campus, avec un radiateur bruyant et des fenêtres qui laissaient passer l'air. Le premier soir, j'ai mangé des pâtes debout parce que je n'avais pas de table. J'ai envoyé un message au groupe familial « Je suis bien arrivée ». Rien de plus. Je n'ai pas ajouté que j'avais eu une reconnaissance au travail, que mon salaire commençait à ressembler à ce chiffre abstrait qu'on appelle « six figures », que des gens citaient mes recherches sans savoir comment on avait minimisé mon existence dans une cuisine familiale. J'aurais pu le dire, j'aurais pu faire un tableau, montrer des preuves, des captures d'écran, des contrats, mais je sentais que ça ne changerait pas ce qu'ils avaient appris à croire, que mes victoires étaient des accidents, des exceptions, des surprises. Et je ne voulais plus lutter contre leur récit, je voulais juste vivre le mien. Parfois, Emma m'appelait tard, quand elle avait bu un verre de trop, et elle disait « Je suis fière de toi ». Sa voix tremblait un peu. Je répondais « Merci ». Je ne lui demandais pas pourquoi elle n'avait pas été fière plus tôt. Je savais déjà la réponse, et je n'avais plus envie de la faire saigner. Sarah envoyait des photos de repas, Marguerite des messages de bonne nuit, Jessica parfois glissait encore une remarque « Tu dois être chanceuse quand même ». Et je laissais passer, parce que j'avais compris que la chance et le travail peuvent coexister, mais que certains utilisent la chance pour rendre le travail invisible. Moi, je n'avais plus besoin d'être visible dans leurs yeux pour être réelle. Un jour, en rangeant un tiroir, je suis retombée sur ce vieux rapport de SAT, le 1580 plié au milieu. J'ai souri, pas fièrement, plutôt doucement, comme on sourit à une version plus jeune de soi. Je l'ai déplié, puis je l'ai remis à plat. Le papier s'est détendu sous mes doigts, et j'ai pensé que peut-être je n'avais jamais voulu leur prouver quelque chose. Peut-être que je voulais juste arrêter de me cacher. La dernière fois que je suis rentrée pour un dîner, la maison était exactement la même, et moi pas tout à fait. La lumière était toujours trop forte au-dessus de la table. Il y avait le même bruit de couverts, les mêmes pauses dans la conversation, comme des habitudes qui respirent. Margaret m'a demandé si je mangeais assez. Sarah a dit que j'avais l'air fatiguée. Jessica a raconté une histoire et tout le monde a ri au bon moment. Mon frère a parlé de son travail, de ses collègues, d'une promotion possible. Je l'ai écouté avec une attention sincère. Et puis, à un moment, Amanda a dit, sans réfléchir, comme si on rejoue une vieille blague, « Bon, toi, tu t'en sors parce que tu tombes toujours sur des bonnes opportunités. » C'était dit sans malice, presque avec admiration. J'ai senti l'ancienne douleur se lever, puis redescendre. J'ai regardé mon verre, la condensation qui glissait, le cercle humide sur la table. J'ai compris, calmement, que cette phrase ne me suivrait plus partout. Pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle n'avait plus de pouvoir. Je n'ai pas corrigé, je n'ai pas argumenté. J'ai simplement dit « oui, peut-être », et j'ai changé de sujet, en demandant à Margaret si elle avait vu le nouveau voisin, ou je ne sais plus quoi. Ce n'était pas de la résignation, c'était une forme de paix, presque inattendue. Après le dîner, j'ai aidé à débarrasser. J'ai senti l'eau chaude sur mes mains, l'odeur du savon. Emma m'a regardée et a dit « Tu sais, t'es différente maintenant ». J'ai répondu « Je sais », et ça a été tout. En rentrant à mon appartement plus tard, j'ai marché seule dans une rue calme, avec des lampadaires qui faisaient des halos pâles. J'ai pensé à toutes les lettres cachées, aux emails non ouverts, aux appels ignorés, aux brochures sur une chaise. Je n'ai pas ressenti de triomphe, juste une sorte de gratitude silencieuse envers la fille que j'avais été, celle qui s'était accrochée sans spectacle. Et en entrant chez moi, dans ce petit espace qui n'appartenait qu'à moi, j'ai laissé mes clés sur le comptoir, j'ai éteint la lumière du salon et j'ai compris que le vrai changement n'était pas ce que j'avais obtenu, c'était le fait que je n'avais plus besoin de rentrer pour être reconnue.